Chapeau pointu, nez crochu, une verrue sur le menton et un chaudron qui bouillonne. Quand on pense à une sorcière, cette image nous vient presque tous en tête. C'est l'archétype popularisé par les contes de Grimm et les dessins animés de notre enfance. Mais derrière cette caricature se cache une histoire bien plus sombre et complexe. Celle des grandes chasses aux sorcières qui ont terrorisé l'Europe et ses colonies pendant près de 3 siècles. Aujourd'hui, on va ensemble démêler le mythe de la réalité et vous allez voir que la vérité est souvent bien plus surprenante que la fiction. On va plonger dans une période de peur, de superstition et d'injustice pour comprendre qui étaient vraiment celles que l'on appelait les sorcières. Le mythe le plus tenace, c'est celui du sabbat. Imaginez un peu la scène. Au cœur de la nuit, dans une clairière isolée, des femmes se réunissent pour adorer le diable en personne, souvent représenté sous la forme d'un bouc noir. On parle de messes noires, de pactes signés avec le sang, de danses frénétiques et de rituels blasphématoires. C'est cette image terrifiante qui a été martelée par les juges et les démonologues de l'époque, notamment à travers des manuels comme le fameux Malus Maleficarum, le marteau des sorcières. Ce livre décrivait avec une précision effrayante comment identifier, juger et punir les sorcières, alimentant une véritable psychose. Mais la réalité est bien différente. La plupart des femmes accusées de sorcellerie n'avaient rien à voir avec ces fantasmes diaboliques. Beaucoup étaient simplement des guérisseuses, des herboristes ou des sages-femmes. Elles possédaient un savoir ancestral sur les plantes médicinales, savaient apaiser les douleurs, aider aux accouchements ou préparer des remèdes. Dans des communautés rurales où le médecin était rare et cher, leur rôle était essentiel. Mais cette connaissance de la nature, transmise de mère en fille, a commencé à être vue avec suspicion. Si elle pouvait guérir, ne pouvait-elle pas aussi nuire ? Dans un monde de plus en plus contrôlé par une vision religieuse stricte, leur savoir empirique et leur indépendance les rendaient suspectes. D'autres étaient simplement des marginales, des veuves isolées, des femmes un peu trop indépendantes pour l'époque, ou celles qui ne rentraient pas dans le moule. Une simple dispute de voisinage, une récolte qui tourne mal, une maladie soudaine, et le doigt accusateur se tournait vite vers elles. L'accusation de sorcellerie devenait alors un moyen facile de se débarrasser de quelqu'un de gênant, de régler des comptes personnels ou d'expliquer l'inexplicable. Le sabbat n'était, dans la majorité des cas, qu'une construction fantasmatique des juges, souvent obtenue sous la torture. Parlons maintenant d'un autre mythe, celui des chiffres. On entend souvent parler de millions de femmes, parfois jusqu'à 9 millions, qui auraient été brûlées sur le bûcher par l'Inquisition. Cette image est puissante, elle dépeint l'Église catholique comme une machine à persécuter, responsable d'un véritable génocide féminin. C'est une idée qui a été largement popularisée au XIXe siècle, une période où l'on cherchait à critiquer le pouvoir de l'Église. Mais là encore, les recherches historiques récentes nous obligent à nuancer fortement ce tableau. Quand on se penche sur les archives, les chiffres sont certes effroyables, mais bien loin de ces millions. Les historiens estiment aujourd'hui qu'il y a eu environ 110 000 procès pour sorcellerie en Europe entre le XVe et le XVIIIe siècle. Sur ce total, le nombre d'exécutions se situerait entre 40 000 et 50 000. C'est un bilan terrible, une tâche indélébile dans l'histoire européenne, mais on est loin des 9 millions. De plus, contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas l'Inquisition qui a été la principale responsable de cette chasse. Bien sûr, elle a joué un rôle, surtout en Espagne et en Italie, mais la majorité des procès et des exécutions ont été menés par des tribunaux civils, laïcs. Dans le Saint-Empire romain germanique, qui correspond en gros à l'Allemagne actuelle, la chasse a été particulièrement féroce et largement menée par les autorités locales, sans intervention directe de l'Église. Le bûcher, bien que spectaculaire et resté dans les mémoires, n'était pas non plus la seule méthode d'exécution. Selon les régions, on pendait, on décapitait ou on noyait les condamnés. Et d'ailleurs, il est important de noter qu'environ 20 à 25% des accusés étaient des hommes. La chasse aux sorcières n'était donc pas exclusivement une persécution des femmes, même si elles en ont été les victimes majoritaires. Alors, si les sorcières n'existaient pas telles qu'on les imaginait, comment expliquer une telle flambée de violence pendant 3 siècles ? Pour comprendre, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. L'Europe de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance est un monde pétri de peur. Imaginez une société qui sort à peine du traumatisme de la peste noire.
cette épidémie qui a décimé près de la moitié de la population. Les guerres sont incessantes, comme la guerre de 30 ans qui dévaste l'Europe centrale. Le climat se refroidit, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, provoquant de mauvaises récoltes et des famines à répétition. La mortalité infantile est extrêmement élevée et l'espérance de vie dépasse à peine 30 ans. Face à cette accumulation de malheurs, l'angoisse est partout. Les gens cherchent des explications, des coupables. Et dans un monde profondément religieux, l'explication la plus simple est celle du diable. L'idée que Satan est à l'œuvre sur terre, qu'il cherche à corrompre les âmes et à détruire la création de Dieu, devient omniprésente. La sorcière devient alors l'agent du diable, la responsable de tous les maux. Le voisin perd son bétail, c'est la sorcière. La grêle détruit les récoltes, c'est la sorcière. Un enfant tombe malade, c'est encore la sorcière. Elle est le bouc émissaire parfait sur qui projeter toutes les angoisses collectives. Un cas emblématique de cette hystérie est celui des sorcières de Salem en 1692 dans le Massachusetts. Tout commence lorsque quelques jeunes filles se mettent à avoir des convulsions et des comportements étranges. Plutôt que de chercher une cause médicale ou psychologique, les pasteurs et les notables locaux concluent à une œuvre de sorcellerie. Commence alors un engrenage infernal. Poussées à nommer leurs agresseurs, les jeunes filles accusent d'abord des marginales, puis, enhardies, des membres de plus en plus respectables de la communauté. La peur et la paranoïa s'emparent de tout le village. Les témoignages les plus absurdes sont pris au sérieux. En quelques mois, plus de 200 personnes sont accusées et 20 sont exécutées. L'affaire de Salem est tragique, mais elle illustre parfaitement comment la peur, la superstition et la pression sociale peuvent mener une communauté entière à commettre le pire. Ce n'est qu'après coup, lorsque le gouverneur lui-même a vu sa propre femme accusée, que les autorités ont mis un terme à cette folie. Mais le mal était fait. Alors, quel est l'héritage de ces chasses aux sorcières ? D'abord, la construction d'une figure, celle de la sorcière, qui a été façonnée par les peurs d'une époque. C'est une image négative, créée pour diaboliser des femmes qui détenaient un savoir, une indépendance ou qui étaient simplement différentes. Mais depuis, cette figure a été réappropriée. Aujourd'hui, dans les mouvements féministes, se revendiquer petite fille des sorcières qu'ils n'ont pas pu brûler est un acte de résistance. C'est une façon de rendre hommage à ces femmes insoumises et de célébrer la puissance féminine. Et puis il y a cette expression, la chasse aux sorcières, que l'on utilise encore aujourd'hui. Quand on l'emploie, on parle d'une persécution injuste, de la recherche de boucs émissaires pour calmer l'opinion publique ou pour des raisons politiques. Cela nous rappelle que les mécanismes de l'hystérie collective, de la désignation d'un coupable pour expliquer des problèmes complexes, ne sont pas propres au XVIIe siècle. L'histoire des chasses aux sorcières est une leçon terrible sur les dangers de la peur, de l'ignorance et de l'intolérance. Elle nous invite à rester vigilants, à toujours questionner les évidences et à nous méfier de ceux qui désignent des coupables trop faciles. Voilà, j'espère que ce voyage dans l'histoire vous a plu et vous a permis de voir au-delà du cliché du chapeau pointu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et s'il y a d'autres mythes historiques que vous aimeriez que l'on décortique ensemble. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.